Alors, on a un sujet ce soir qui, à mon avis, est très actuel. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour vous le prouver, puisque Goebbels, Joseph Goebbels, ministre de la propagande de 1933 à 1945, est un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité permanent sur la question des fake news, de ces images et de ces informations fausses qui circulent de plus en plus avec les réseaux sociaux. Et si vous voulez, il est incroyablement actuel. Et au-delà même, je vais y revenir. Alors je vais faire un peu moins de blagues que d'habitude, parce que comme c'est filmé, après sinon ça reste, mais tant pis. Ah, c'est juste enregistré. Je peux faire des grimaces. Mais en réalité, si vous voulez, Goebbels est devenu une métonymie, une métaphore de la manipulation de l'information. Et ayant beaucoup travaillé sur lui, on aura du temps pour les questions, je peux vous agonir de détails triviaux sur le fait qu'il faisait 1m56, 45 kg, etc. Sur le nazisme, si on fait un cycle sur les hiérarques nazis, c'est très important de sortir de cette trivialité-là. Ce qui est important, c'est les biographies politiques. C'est-à-dire que ces hommes-là avaient des défauts, peut-être certaines qualités, etc. Mais c'est pas intéressant en soi de savoir qui trompait sa femme, qu'il a rencontré Magda Goebbels tel jour, etc. Ce qui est important, c'est ce qui se joue en termes politiques dans le moment même et dans la mémoire. Voilà. Et donc, si vous voulez, Joseph Goebbels est devenu paradigmatique, l'exemple par excellence de ce qu'est la propagande et son pouvoir d'empoisonnement des mentalités allemandes. Et c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Si vous voulez, s'il y a une problématique, une question que je vais soulever, c'est celle de l'impact de la propagande de Joseph Goebbels. Et je spoil un peu la fin. En fait, il a été assez limité. Et je vais vous expliquer pourquoi, et on va revenir sur cet ensemble-là. Vous m'entendez bien, c'est bon, il n'y a pas de... Voilà. Vous me dites, sinon vous me jetez des trucs en papier, etc. Je suis habitué avec mes étudiants. Alors, un plan en 3 parties, très classique, très normalien, boum, voilà, ça c'est fait, made in Gerland. Et donc, on va prendre les choses dans l'ordre chronologique. D'abord, la question de la formation idéologique de Joseph Goebbels, parce que vous le savez, s'il tient un rôle dans la constellation du Troisième Reich, c'est celui de l'intellectuel. Hitler, c'est le fanatisme, la propagande, la conquête du pouvoir, c'est le politicien. Göring, c'est l'organisateur, Hermann Göring, patron de la Luftwaffe, c'est l'organisateur économique, etc. Alors c'est une espèce de galerie des horreurs, hein. Quand je vous parle de trivialisation, c'est Göring le gros, Hitler le petit, etc. Mais c'était vu comme ça à l'époque dans la propagande, hein. Une bonne part des choses qui nous restent ici, des propagandes, des images qu'on a, de Göring, d'Hitler, de tous ces gens-là, ont été créées dès l'époque. Et voilà. Donc Goebbels, c'est l'intellectuel. Et je ne vais pas mentir, moi, Goebbels, c'était mon sujet de Master 1 et de Master 2. Donc j'ai lu, je vais y venir, les 43 000 pages de son journal intime. C'est quelqu'un qui est assez intéressant du point de vue intellectuel. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un doctorat, c'est quelqu'un qui lisait un livre par jour pendant plus de 10 ans, et qui est difficile à mettre sur un échiquier politique. Est-ce qu'il était nationaliste ? Est-ce qu'il était socialiste ? Il se revendiquait révolutionnaire ? Est-ce qu'il était national-socialiste ? Et je vais en fait vous répondre à cette question-là dans la première partie. En réalité, on verra. Vous allez voir quelle idéologie il développe. Deuxièmement, c'est pas seulement du fond, c'est aussi une méthode. Et Goebbels, c'est quelqu'un qui a réussi à faire des campagnes électorales très puissantes en comprenant le poids de la communication moderne. Et donc c'est le grand 2, l'agitateur politique. Et vous allez voir que malheureusement, ça va faire écho avec beaucoup de choses que vous connaissez aujourd'hui, comme les fake news, les bad buzz. Goebbels était un maître du bad buzz, c'est-à-dire de mauvais retour de flamme informationnel, si on veut dire, etc. Et puis ensuite, dans un grand 3, Goebbels comme ministre, à partir de 1933, quel exercice du pouvoir. Et là, vous allez voir qu'en réalité, il était très très loin d'être omnipotent. Il y avait énormément de conflits dans l'appareil d'État nazi, et que surtout sa propagande, qu'on aimerait, ça nous rassurerait de croire qu'elle était extrêmement efficace. Comme ça fournit une excuse au peuple allemand. D'accord ? Il a été envoûté. Non, en réalité, cette propagande, elle avait des grandes limites. Et on conclura là-dessus sur que fait la propagande en général. Voilà. Alors, Goebbels, donc premier point, Joseph Goebbels, il est né en 1897, donc quasiment au tournant du siècle, dans une famille de 5 enfants.
d'un père qui a plutôt une bonne situation, qui est juriste, si vous voulez, mais petit juriste plutôt. C'est difficile à traduire, mais c'est pas greffier ni avocat, c'est une position juridique, on va dire. Et on peut y voir, je vais vous donner plein d'éléments et on va pouvoir y revenir dans les questions. Hein. J'y trouve quelque chose d'important. Il est né dans une famille catholique. Pourquoi c'est important? L'Allemagne de l'époque, c'est l'Allemagne du Kaiserreich, l'Allemagne de Bismarck et de Guillaume II. Et c'est une Allemagne qui est à 2/3 protestante. Or, et Hitler, et Goebbels, et un certain nombre de hiérarques sont nés dans des familles catholiques. C'est-à-dire soit les catholiques de Bavière, soit les catholiques de Cologne et de la Ruhr, hein, cette région industrielle de l'ouest de l'Allemagne. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que je pense que ça fonde idéologiquement une certaine attente eschatologique, c'est-à-dire de promesse de la fin du monde. Et Goebbels et Hitler vont être des gens qui sont assez marqués par un très fort rejet de la religion catholique, tout en ayant été formés dans cette religion-là. Alors on rentre dans les détails que vous pouvez lire, il y a une dizaine de biographies de Goebbels en français, certaines sont très anciennes, je vous mettrai une bibliographie à la fin, si vous voulez lire les 834 pages de la biographie de Langerich. Mais bon, en même temps, je vais sûrement vous résumer les choses les plus importantes, je suis là pour ça. Évidemment, le passage, Goebbels tombe malade à l'âge de 4 ou 5 ans, ce qui va l'affliger d'un pied-bot. Il claudique, si vous voulez. Donc il fait 1m56, 45 kg, il a un pied-bot. Donc c'est pas vraiment l'athlète arien par excellence. Dans toutes les biographies des années 40, 50, 60, évidemment, les gens vont écrire, c'est à cause de ça qu'il est devenu nazi. Ce qui voudrait dire que toutes les personnes en situation de handicap deviendraient des nazis en puissance. Et ça, évidemment, c'est une lecture extrêmement trivialisante des années 40, 50, 60, où on essaye de rejeter le mal politique nazi dans la déviance. Si Hitler est comme ça, c'est parce que sa mère est morte d'un cancer, etc., etc. Et vous le retrouvez dans beaucoup de littérature encore actuelle, que ce soit dans Dino Buzzati, quand il décrit un petit peu Hitler dans son bac à sable qui se fait taper par ses copains, ou bien plus connu, Éric Emmanuel Schmitt, de la part de l'autre, qui montre que Hitler a raté l'école des Beaux-Arts. Bon, en même temps, on peut se le dire, je suis aussi enseignant, si tous les étudiants qui ratent leurs études devenaient nazis, on aurait beaucoup de nazis. Bon. Toujours est-il que Goebbels, il va compenser, ça c'est relativement vrai, ce défaut physique par une très grande intelligence, une très grande vivacité d'analyse et un très grand cynisme. Je pense que c'est un des premiers pas de sa formation idéologique. Goebbels, c'est quelqu'un qui est, on le lit dans son journal, on va le lire ensemble, très méprisant, très cynique, très critique envers tout. Et il va finalement rêver de faire la Première Guerre mondiale, 1897. Il pourrait la faire, la conscription à l'époque, il aimerait participer à cette conflagration qui va opposer 75 millions de soldats européens. Et évidemment, il ne peut pas. Il est réformé largement du fait de son handicap. Et ça reste une blessure de jamais avoir pu défendre l'Allemagne dans ce cas-là. Il passe son bac en 1917. Mention très bien, sehr gut, partout. Et 1917, il s'engage dans des études supérieures. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça forme en fait sa stratégie de devenir... enfin, comment dire, excusez-moi, j'anticipe, mais c'est ça qui va faire par la suite qu'il sera connu comme l'intellectuel du parti. Pourquoi? On le voit ici sur cette photo dans ses études avec ses camarades. C'est l'étudiant, c'est l'intellectuel. Alors ça, j'y reviendrai, c'est très trivial, mais Goebbels, il est toujours caricaturé sur son physique, mais en fait, il plaisait beaucoup aux femmes, et c'est une des composantes de sa vie, c'est-à-dire passer son temps. C'est le Harvey Weinstein de l'époque, si vous voulez, mais je le dis vraiment sans rigoler. C'est-à-dire, il utilisait sa position de ministre pour... notamment de ministre du cinéma, pour séduire avec plus ou moins de consentement les actrices. Et donc, c'est un jeune idéaliste. Il va commencer des études de littérature. Alors vous savez qu'en Allemagne à l'époque, on fait des études un peu partout. Donc il étudie à Bonn, à Leipzig, à Würzburg. On fait du nomadisme universitaire en Allemagne, ça a toujours été le cas. On ne reste pas juste à Lyon 2, Lyon 3, etc. Et en 1922, il devient docteur. Alors on dit docteur philosophie en allemand, mais il soutient une thèse de littérature sur le romantisme allemand. C'est très important parce que vous connaissez peut-être le romantisme allemand.
Bon, on aime ou on n'aime pas. Le romantisme anglais, bon, bah, ça fait quand même Shelley, etc. Le romantisme allemand, ça fait les souffrances du jeune Werther, c'est un petit peu plus larmoyant, etc. Mais c'est très important parce que je pense que un des fourriers de la formation idéologique de Goebbels, c'est ce romantisme-là. Retour à l'obscur après la Aufklärung, après les Lumières. Retour à une espèce d'exaltation médiévale complètement fantasmée du chevalier teutonique, etc. On est dans quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que dès le romantisme allemand, l'Allemagne est sur une mauvaise pente? Non. Il y a un romantisme français. L'Allemagne courait pas à sa perte vers le nazisme dès cette époque-là. Toujours est-il que Goebbels soutient sa thèse. Le problème, c'est qu'en 1922, on est dans la crise de l'après-guerre. Et en fait, tout simplement, il n'y a pas de travail. Et en 1923, les Français et les Belges, pour récupérer l'argent du traité de Versailles que l'Allemagne ne verse pas assez vite, envahissent la Ruhr, où habite le jeune Joseph Goebbels. C'est un énorme traumatisme pour les Allemands. On en mesure, à mon avis, même en tant qu'historien, pas assez les conséquences. Pourquoi ? Il ne faut jamais oublier que nous, les Français, on sort du centenaire là. On s'est payé 50 centenaires en 14-18. Les Français, on a été envahis en 14-18. Les Allemands, non. Ils ont été envahis 2 mois par les Russes en août et septembre 14 par l'Est, en Prusse orientale, et Paul von Hindenburg les a rejetés à Tannenberg, mais ils n'ont pas eu d'occupation du sol national. C'est le cas en 1923. Et donc pour tout un ensemble de gens de la jeunesse allemande qui les aient fait la Première Guerre mondiale, ou comme Goebbels, non, c'est un traumatisme énorme. Tant mieux, c'est à ce moment-là que Goebbels commence à écrire son journal intime. À gauche, vous avez l'écriture originale et à droite, vous avez un des volumes de publication en français. Alors, ce qui est assez intéressant, je ne crois pas en histoire en général qu'on ait accès à une source qui ressemble à ça. C'est un monument qui n'était pas connu, c'est-à-dire que si j'ai fait mon master dessus, puis il y a d'autres chercheurs qui ont bossé dessus, c'est parce qu'il était dans les archives soviétiques, les Allemands l'avaient piqué. Les Russes l'avaient volé en 1945. Et donc, si vous voulez, nous, tous les chercheurs sur le nazisme, vous verrez Florent Braillard un peu plus tard dans les conférences qui vont suivre sur Heinrich Himmler, etc. On pourrait croire qu'on a tout dit sur le nazisme, mais en réalité, avec la chute de l'Union soviétique en 1991, des torrents d'archives nazies se sont déversés sur l'Europe et sur les centres d'archives américains. Et on découvre le journal de Goebbels. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce journal ? C'est un journal intime que Goebbels commence à écrire en 1923, parce qu'il rêve d'être écrivain, c'est ça son truc, hein. Il couche des pages et des pages et des pages d'écriture. Alors vous allez voir, c'est un tout petit peu empoulé comme style, et il ne cessera jamais de l'écrire. 43 000 pages, écrites à la main jusqu'au 8 juillet 1941, et le 9 juillet 1941, Goebbels n'en peut plus et il commence à dicter son journal. Donc ça pose déjà des problèmes d'historien du point de vue de la source, parce que quand il écrit uniquement pour lui-même, c'est pas la même chose que quand il y a une tierce personne. Donc par exemple, quand il dit « Désolé de la grossièreté, Goebbels est très grossier », donc quand il écrit « Göring est une grosse merde », c'est dit comme ça, hein, et von Ribbentrop, un cochon de vendeur de champagne, bah, on sent que quand il passe à la dictée, il est un tout petit peu plus précautionneux, un tout petit peu plus. Cette source-là, elle est unique pour comprendre le Troisième Reich. Pourquoi ? Parce qu'on a la source d'un acteur à la tête de l'État. Alors maintenant, je vais pas développer, si vous voulez, je vous en parlerai, outre le fait que c'est écrit en Sütterlin-Schrift, donc le Sütterlin c'est illisible même pour les Allemands d'aujourd'hui, c'est une écriture qui a été employée entre 1911 et 1941, donc voilà, bon, c'est un peu ennuyeux. Alors moi je l'ai pas lu en Sütterlin, hein, je l'ai lu dans la version éditée allemande de 29 volumes, même si je sais lire le Sütterlin, mais ça c'est pas grave, donc ça fait 29 volumes, hein, il faut quand même les lire. Moi je trouve que ce journal est très intéressant pour les années 23 jusqu'à 33. Parce qu'on y découvre, et c'est un volume en français chez Talandier, hein, c'est une sélection, on y découvre la formation idéologique. On y découvre les émotions, et donc là, dans cette première partie, on va rentrer dans ça, dans comment se structure cette idéologie. D'abord, il y a 4 petits items. D'abord, on est face à une forme d'idéalisme romantique et narcissique. Et là, je vous ai mis les citations parce que je pense vraiment que c'est important de toujours revenir au texte, de toujours revenir aux mots de ce point de vue-là. Alors, vous avez à chaque fois les dates du journal, et c'est dans la traduction française de Talandier. Oui. 27 octobre 23.
Donc Goebbels a 26 ans, passez-moi l'expression, mais en fait c'est un loser. Il a fini sa thèse, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Alors j'ai rien contre les employés de banque du tout, mais pour quelqu'un qui rêve d'être le plus grand écrivain de l'Allemagne, il bosse à enregistrer les chèques dans une banque dans la ville où il est, qui s'appelle Reit. Enfin il a déménagé, mais c'est pas grave. Il a 26 ans, il écrit la chose suivante. Depuis que chez moi, les yeux se sont dessillés, je suis devenu sarcastique, ironique, sceptique et relativiste. Tant que je suis en mesure de dire « je crois », ne vous inquiétez pas à mon sujet. Alors j'ai mis le « vous » en gras. Qui, à 26 ans, est suffisamment imbu de lui-même pour croire que son petit journal intime, romantique, un peu larmoyant, va devenir le nouveau best-seller de l'Allemagne? Et c'est important parce que dès le début, vous êtes sûrement féru peut-être, en tout cas de théorie littéraire, il y a un horizon d'attente, il y a un horizon de lectorat de Goebbels. C'est pas vraiment un journal purement intime du fort intérieur. Il est tellement mégalomane, on peut le dire comme ça, que si vous voulez, et ça rend la source très compliquée à interpréter, qu'il y a un horizon d'attente de publication, et vous allez voir que c'est le cas. Goebbels n'écrit jamais pour rien. Donc quelqu'un qui est convaincu qu'il a quelque chose à apporter à l'Allemagne, un renouveau, alors très flou, idéaliste, nationaliste, mais vraiment ductile, très flexible. Deuxièmement, dès le début, et évidemment aujourd'hui ça prend une signification particulière avec les 75 ans de la libération d'Auschwitz qui sont en train d'être célébrés à Yad Vashem, où j'ai travaillé, c'est un lieu très particulier, Yad Vashem, où il y a beaucoup de cérémonies, etc. Et c'est très important. Si vous regardez les premières biographies de Goebbels, il vous explique qu'il est devenu antisémite parce qu'il a proposé ses premiers manuscrits, ceux qu'il a écrits avant son journal, à des éditeurs juifs qui l'ont refusé. Encore une fois, si tous les gens qui se font refuser des manuscrits, moi le premier, quand j'étais jeune, devenaient antisémites, ça se saurait. Non, Goebbels est un symptôme de la société allemande, comme Hitler est un symptôme de la société allemande, l'antisémitisme est au cœur de ces années-là. Et j'ai beaucoup d'amour pour l'Allemagne, on est entre nous ce soir, on peut se dire que c'était aussi un symptôme de la société européenne, parce que Céline n'est pas allemand, parce que les pogroms de Kishinev qui ont lancé une partie des Juifs de l'Est sur les routes européennes étaient moldaves, et parce que, si vous voulez, on était dans une société européenne dont l'antisémitisme allemand pouvait prendre des formes un peu particulières, encore que, mais globalement avec un antisémitisme qui était enraciné dans toutes les sociétés. L'affaire Dreyfus n'est pas allemande. Alors je ne suis pas en train de défendre l'Allemagne, mais juste de vous dire que prendre comme ça quelques individus, c'est oublier que c'est un phénomène général. Et d'ailleurs, il y a un livre, j'y pense là, mais de Marie Aigné, sur les pétitions envoyées pendant l'affaire Dreyfus par les anti-Dreyfusards. Et vous lisez des tombereaux. C'est un peu de l'histoire sociale, c'est pas juste un antisémite, non, vous lisez des tombereaux de gens, il faudrait pendre les juifs, etc. etc. Donc Goebbels est j'ai envie de dire malheureusement, sans surprise, un antisémite fanatique. Et si vous voulez, là, il faut faire de différence, et je pense que Florent en parlera sur Himmler. Les nazis séparaient les formes d'antisémitisme. D'un côté, vous avez ce que Himmler défend, un antisémitisme rationnel, raisonné, un antisémitisme, je cite, sans haine, qui consiste à ne pas haïr les juifs, mais juste à considérer qu'ils sont les ennemis raciaux de l'Allemagne depuis 2000 ans. Et de l'autre côté, vous avez ce que les nazis appellent Radau Antisemitismus, l'antisémitisme de caniveau, qui est une haine en dessous de la ceinture. Le juif, c'est le proxénète, qui prostitue les femmes allemandes et les transforme en catins. Le juif fait des tournantes, le juif sacrifie les animaux de manière violente. Et vous voyez que quand on compare avec certaines choses d'aujourd'hui, là ça me vient à l'idée parce que Brigitte Bardot qui critique les musulmans en disant qu'ils sont très méchants avec les animaux, c'est ça le niveau de l'antisémitisme de caniveau de l'époque. Il n'y a pas forcément de la réflexion, c'est le juif il est moche, il est sale, il vient de l'Est et il est méchant avec les animaux. Goebbels, il circule entre les deux en permanence en regardant très très fortement du côté de l'antisémitisme de caniveau. C'est quelqu'un qui est dans une haine farouche. Dans son journal intime, 14 novembre 23, il a toujours 26 ans, il est toujours un employé de banque. La juiverie est le poison qui conduit à la mort la population européenne. On ne peut rien y faire. Il faut que nous portions nos vieux péchés jusqu'au bout. Alors là, vous voyez, interpréter nos vieux péchés catholiques, on ne sait pas bien de quoi il parle. Mais je pense, pour bien le connaître, que c'est plutôt nos vieux péchés allemands d'avoir laissé les juifs s'installer en Allemagne.
Là où c'est important, c'est que pour beaucoup d'Allemands, pas tous, il y avait des Allemands communistes, il y avait des Allemands socialistes, d'ailleurs il y avait des Allemands communistes qui étaient aussi antisémites par anticapitalisme, hein, bon, voilà. Mais pour beaucoup de ces Allemands jeunes nationalistes de l'époque, c'est tout simplement qu'ils trouvent que la défaite de 1918 est la faute des Juifs. C'est ce qu'on appelle le coup de poignard dans le dos. Les Allemands n'ont jamais digéré la défaite et considèrent qu'ils ont été poignardés par la révolution de 1918, qui est forcément une révolution communiste et donc juive. Ce qui est totalement faux du point de vue historique, mais c'est pas grave. Goebbels, là on est 10 ans plus tard, il est ministre, il parle d'un événement trivial, qui se passe à Prague. Il y a de quoi devenir antisémite si on ne l'était pas déjà. Cette peste juive doit être éradiquée totalement et définitivement. Il ne doit rien en rester. Donc, et là, c'est un journal intime. C'est terrible de se dire que... parce que je vous passe le reste du journal. Hein. Le reste du journal, c'est j'ai trompé Magda, j'ai mangé du steak. C'est très, très, très quotidien. Hein. Ça rend le truc assez intéressant, mais c'est vraiment des pages et des pages de trucs assez inintéressants. Et au milieu, on a ça. Donc c'est assez dur de se dire que dans son fort intérieur, il y a ce genre de représentation. Alors, une petite incise. Là, quand il dit la peste juive doit être éradiquée, ça ne veut absolument pas dire que les nazis, à cette époque-là, ont déjà conceptualisé le meurtre des juifs. Hein. Pas du tout. La solution finale de la question juive, la destruction, l'assassinat des juifs, il est décidé en 41, fin 41. À cette époque-là, même si les verbes sont extrêmement durs, l'idée, c'est la déportation. Et ce qu'essayent de faire les nazis en 1936, c'est de faire fuir les juifs, les 550 000 juifs allemands, de les faire fuir en Palestine mandataire ou aux États-Unis. Donc ça vraiment, hein, attention, faut pas. Ça c'est une thèse qui est depuis très longtemps finie, qui s'appelle les intentionnalistes, qui considèrent que les nazis ont voulu exterminer les juifs dès 1924-5. Comme quand dans Mein Kampf, Hitler écrit il aurait fallu tenir ces juifs sous les gaz de guerre. Page 677 de l'édition française de 1934, c'est pas une référence à Auschwitz, c'est vraiment quelque chose, c'est radical, mais les nazis n'ont conceptualisé l'extermination que bien plus tard. C'est un plan qui s'est mis en place malheureusement avec la guerre. Cette photo, elle est très connue et je pense qu'elle est paradigmatique. C'est tout simplement Goebbels en 1933 qui est interrogé par le magazine Life, qui est le magazine américain, en tant que jeune ministre. Il est ministre à 35 ans, hein, quand même. Donc ça, j'y reviendrai. La jeunesse, c'est très important. Pourquoi il fait cette tête-là? Parce qu'il vient de se rendre compte que le journaliste qui l'interviewe est juif. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on voit les photos auparavant, je ne vous les ai pas mis, il est souriant, il est joyeux, il est jovial, et puis tout d'un coup... Voilà, donc Goebbels, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un doctorat et qui, dans le même temps, est capable de juste faire cette tête-là parce qu'il ne supporte pas la présence des juifs. Et là, évidemment, on manque parfois, on sait pas on sait un petit peu, mais on ne sait pas quelle est la formation initiale, familiale notamment, de Goebbels. Est-ce qu'il y avait déjà un antisémitisme vous savez, un anti-judaïsme catholique très fort? On ne sait pas. Voilà pour la deuxième chose. Troisième chose très importante, et qui pour moi est une clé de lecture du nazisme essentielle, là, le conflit de génération. Et là, encore une fois, je fais une toute petite pause. S'il y a une chose à retenir de ma conf en dehors même, sans vous commander, en dehors même de Goebbels ou quoi, pourquoi les nazis ont gagné? Parce qu'ils avaient 30 ans de moins que les autres. Voilà. Les nazis, c'est un mouvement de jeunesse. La moyenne d'âge des militants du Parti social-démocrate, qui était un parti révolutionnaire, c'est 46 ans à l'époque. La moyenne d'âge des militants du parti nazi, c'est 30 ans. C'est-à-dire que si vous voulez, nous on le voit d'une manière étrange, je fais un petit détour par Hitler. Hitler, on le trouve stupide, avec ses mouvements bizarres, sa moustache, etc. Quand il quand il candidate contre Hindenburg en 1932 à l'élection présidentielle, Hindenburg a 83 ans, Hitler en a 43. C'est-à-dire que nous, on ne le voit plus, ça, parce qu'on voit un Hitler adulte, mais pour les gens de l'époque, c'est une énorme promesse de renouveau. Et une des personnes qui, dans le mouvement nazi, porte la haine des personnes âgées et de l'ancien système, puisqu'il le dit comme ça, c'est Goebbels. Encore une fois, des citations. 10 janvier 24, nous les hommes d'aujourd'hui sommes autres que ceux d'avant la guerre. Et pourtant ce sont ces derniers qui détiennent le pouvoir et qui essaient encore une fois, en y engageant toutes leurs forces puissantes et apparemment invincibles, d'invoquer l'avant-guerre. Les vieux doivent quitter la place, ce sera déjà un résultat. Qu'est-ce qui se joue là? Et c'est une partie qui explique la victoire des nazis, électoralement parlant, j'insiste. Les nazis ont réussi à capter la détresse des jeunes qui avaient été touchés par la crise de l'hyperinflation de 1923 et par la crise du chômage de 1929. Ils leur ont menti,
Ils ont fait un acte de démagogie totale en leur disant « si vous vous engagez avec nous, les nazis, vous serez comme des héros de la Première Guerre mondiale », surtout à ces jeunes qui n'avaient pas pu faire la guerre, et ça a marché. Et Goebbels, lui, il a compris ça, il a compris la violence de ce conflit de génération, et il a su l'utiliser. Autre exemple, 11 septembre 25, Hitler hésite entre ces deux avis. C'est pas important, mais il est sur le point de se rallier complètement à nos vues. Car il est jeune et comprend le sacrifice. Tout est question de génération, vieux ou jeune, évolution ou révolution, sociale ou socialiste. Pour nous, le choix n'est pas difficile. Et pour Goebbels, c'est une évidence que c'est donc jeune, révolution, socialisme. Ok ? Donc ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, les nazis ont l'impression d'être une force de renouveau. Et les victoires électorales sont aussi fondées là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes assez âgées qui vont voter pour les nazis parce qu'ils se disent « ben non, mais il faut faire confiance à notre jeunesse. Et si elle regarde vers les nazis, c'est que peut-être qu'elle a raison. » Très, très important. Dernière chose, je viens de dire socialiste. Ça m'a occupé des années. Parce que j'ai quand même un respect, ça va compléter ce que j'ai dit sur les retraites, j'ai quand même un respect assez fort pour les grands penseurs du marxisme, qui ne sont pas toujours faciles à lire, hein, quand c'est pas Karl Marx, Rosa Luxembourg, Lénine, Rudolf Hilferding. Socialiste, à l'époque, ça a une définition, d'accord ? C'est quelqu'un qui a été formé, notamment, pourquoi pas, à l'école de Lénine à Moscou. Il y a une école Lénine à Moscou. Et donc, souvent j'ai la question en conférence, quand on dit « mais est-ce que les nationaux-socialistes étaient socialistes ?» La réponse est évidemment absolument non. Pourquoi ? Parce qu'un type comme Hitler, il n'a jamais lu une ligne de théorie critique du capitalisme, il n'y connaît rien, il n'y a que de la posture. Pour Goebbels, c'est beaucoup plus compliqué. Goebbels, il a lu tout. Partez du principe, il a tout lu. Il a lu Dostoïevski, il a lu Gogol, il a lu les Français, il a lu Marx. Il lit tout, en fait, donc c'est assez facile, hein. Il note dans son journal, j'ai lu ça, c'est super, j'ai lu ça, c'est super. Est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, il se transforme en socialiste ? Et c'est pour ça que son journal entre 23 et 33 est très intéressant. C'est que Goebbels, ça ne le dérange pas de faire des affiches à Berlin avec marqué Lénine ou Hitler. Et on peut croire qu'il va parler à cette frange un peu nationale bolchevique des nazis, la gauche. En réalité, avec le temps, j'ai fini, pas moi seulement, aussi une chercheuse allemande qui s'appelle Elke Fröhlich, par trouver ce qu'il était. En fait, c'est un fondamentaliste. Vraiment. Et je pense que là, ce terme ne vient pas de nulle part, vous le voyez, c'est quelqu'un qui en fait n'a pas d'ossature critique du monde, mais qui ne voit les choses qu'à travers le prisme de la plus grande radicalité. C'est vraiment un fanatique. Tout pour la déstabilisation, c'est pour ça que je dis fondamentalisme révolutionnaire. Et il le revendique, finalement il est national-révolutionnaire, il n'est pas national-socialiste, vous voyez, il connaît les théories, mais quand on fouille, c'est pas quelqu'un qui a une réflexion économique, c'est pas quelqu'un qui réfléchit sur les moyens de production, c'est pas quelqu'un qui réfléchit sur le capital. C'est un national-putschiste, c'est un national-révolutionnaire. Et là, on le voit dans les citations, c'est le bazar en fait. Tournez-vous vers le communisme, nous vous donnons rendez-vous sur ce chemin. Aucun bourgeois ne viendra à nous des partis pourris du centre. Le communisme veut, par l'international, ce que nous voulons par « je n'ai qu'une seule patrie ». Nous avons d'étroites affinités électives, deux frères égaux dans leur inégalité. Au plus profond de nos cœurs se loge un amour mutuel. Chacun de nous souffre de l'autre, l'un doit sauver l'autre. J'avoue que là, le salmigondi religioso, politico, etc., c'est génial. C'est vraiment une espèce de vision de combat sotériologique du salut de tout le monde par l'épée rouge qui croise l'épée de la svastika. Enfin, c'est complètement dingue. Mais là où c'est drôle, c'est qu'en fait c'est un pur populisme, c'est une pure révolte bourgeois. Alors Goebbels invente beaucoup de mots. Il adore faire des néologismes, et donc là bourgeois, c'est dans la traduction française, mais c'est pour caricaturer l'accent ouvrier pour dire bourgeois. Bourgeois, oui monsieur le communiste, vous avez raison, le bourgeois est un paresseux, un oisif et un idiot, abat le bourgeois. Mais ça c'est pas, vous voyez bien que c'est pas un programme politique, ça. C'est une posture fanatique. Dernier élément, Hitler va arriver dans la vie de Goebbels comme une sorte de salut, comme une sorte de solution idéologique. Hitler m'absorbe en permanence, spirituel cet homme ne l'est certes pas, mais son prodigieux élan, sa verve, son enthousiasme, son âme allemande, cela fait du bien de réentendre des accents qui viennent du cœur, on se sent bien soulagé. Alors évidemment, vous doutez bien que sur 43 000 pages, j'aurais pu prendre, j'ai hésité d'ailleurs, j'en ai des dizaines et des dizaines de citations, mais la démonstration s'arrête là, c'était pour vous dire en fait qu'est-ce que c'est que l'idéologie de ce jeune
fanatique. C'est un mélange, c'est une sorte de brouhaha révolutionnaire, putschiste, radical, anti-système, comme peut l'être le fascisme italien. Le premier programme du fascisme italien pour le PNF, le Parti national fasciste, est une liste anti-intellectuels, anti-capitalistes, anti-bourgeois, anti-socialistes, etc. C'est nous ce qu'on aurait du mal à labelliser sous populisme, fascisme, etc., etc. Voilà ce que c'est que l'idéologie de Goebbels. Alors, si vous avez des questions là-dessus, on peut affiner derrière. Je pourrais vous dire ce qu'il lisait, enfin, Spengler, tout ça, etc., etc. Comment il va traduire ça en méthode ? Parce que vous imaginez bien un type de 26 ans qui écrit des journaux intimes larmoyants tout seul dans sa chambre, ça va pas très loin en fait, tout en n'ayant plus de sous et en ayant des problèmes de cœur pas possibles parce qu'il enchaîne les mésaventures, ou les aventures d'ailleurs avec ses jeunes copines. Bon. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la rencontre avec le Parti national socialiste des travailleurs allemands et une destinée d'agitateurs politiques. Je vous endors pas trop ? Ça va ? Bon. Non mais je suis un peu... Je peux pas faire les blagues habituelles, alors je suis un peu... Hein ? Ouais, non mais sinon il va falloir couper. Non, pour ceux qui... sinon il faut tout couper. Donc, Alors... L'agitateur politique, je pense que c'est là où on arrive, au-delà du personnage, vers des débats actuels. La ligne est fine. Les nazis n'ont peut-être pas gagné parce qu'ils savaient faire des bonnes campagnes électorales. Il y a un article qui est sorti il y a 2 mois en anglais qui montre, en faisant une corrélation statistique entre les discours nazis et les votes, qu'il n'y en a quasiment pas. Mais on ne peut quand même pas dénier aux nazis qu'ils avaient 40 ans d'avance sur les partis de l'époque, pour plein de raisons. Quelles vont être les stratégies de Goebbels ? Alors, si on veut rentrer dans le détail, Goebbels il commence par être potentat local du parti nazi dans la Ruhr ouvrière. C'est pour ça que dans la citation, il dit peut-être qu'Hitler va se rallier à nous. Parce qu'en fait, il y a une grande division à l'époque entre Munich, militantisme très bourgeois, etc., et puis la Ruhr ouvrière, où là, les nazis sont beaucoup plus populaires autour de... Enfin, populaires. Trouvent leurs racines dans le monde ouvrier, pour certains, autour de Gregor Strasser et de Karl Kaufmann, peu importe. Goebbels, il va être séduit par Hitler, qui va le ramener sous sa houlette et le bombarder en 1928 à la tête de Berlin. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que Berlin, c'est Berlin la Rouge. C'est comme si on envoyait aujourd'hui Philippe de Villiers à Roubaix. Voilà, vous voyez pourquoi je ne fais pas de blagues, ça ne marche pas. Donc, 1928, Goebbels est envoyé comme dirigeant de la propagande. C'est le travail que va lui donner Hitler, parce qu'il a reconnu en Goebbels quelqu'un qui maîtrise l'oral comme lui, et il l'envoie à Berlin. Mais alors il l'envoie, c'est pas un placard doré, c'est vraiment le casse-pipe. Une ville ouvrière, une ville où la libéralisation de l'homosexualité, des années folles, ont fait que de jeunes, comment dire, on dit en allemand Bubikopf, mais en français on dit garçon, fument des cigarettes, etc. C'est un lieu de débauche, et c'est surtout le pire lieu pour les nazis, puisque c'est tenu par des communistes, des sociodémocrates, etc. etc. Goebbels pose ses valises, et il va réussir quand même à conquérir une grande part de l'électorat. Comment ? D'abord, par la puissance du discours. Alors, encore une fois, ça peut nous paraître bizarre, mais je pense qu'il faut vraiment se mettre dans l'époque. Goebbels, 1m56, alors je ne vais pas faire du petit bashing, hein, moi je fais 1m75, c'est-à-dire 2 cm de plus qu'Hitler, c'est pas non plus foufou, mais il faut bien comprendre que Goebbels a une aura, et que cette aura... Quand j'essaye de la transmettre, d'expliquer aux gens qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on a l'idée d'Hitler qui crie comme ça, qui hurle. Pourquoi c'est important ? Parce qu'à l'époque, c'est des gens qui vont recourir, encore une fois, en dessous de la ceinture. C'est des gens qui ne vont pas s'adresser à la raison. Un orateur social-démocrate, même révolutionnaire à l'époque, il a un chapeau haute forme, ou à la rigueur une casquette, et il parle comme ça, en disant « Nous devons absolument socialiser les moyens de production ». Dans la ville de Wedding, etc. Enfin, on est dans les catégories du 19e siècle, mais sans Gambetta et sans Jaurès. Hein. Je peux vous le dire, la République de Weimar, s'il y avait un seul Gambetta, un seul Jaurès, je le saurais. Il y en a peut-être un, c'est Rudolf Breitscheid, qui était pas mal. Mais voilà, on est dans la politique au quotidien, politicienne. Un Goebbels, un Hitler, ils arrivent, ils parlent aux émotions, ils parlent à la haine, ils parlent vraiment à ça. Et Goebbels est très, très fort là-dessus.
il arrive à soulever le pire de ses auditeurs. Et c'est dit dans Mein Kampf, Hitler l'écrit, il faut parler, nos auditeurs, nos spectateurs, les gens qui viennent à nos meetings sont stupides, il faut parler à leur stupidité. C'est écrit noir sur blanc. Et donc si vous voulez, là on est dans la pleine démagogie. Et donc pour être honnête, je pense que ce qui ressemble le plus à du Goebbels aujourd'hui, alors sans ressusciter ce sinistre personnage des années 2000-2010, mais c'est Alain Soral, le copain de Dieudonné. Là voilà, ça devait ressembler à ça. Si je dois faire un parallèle, c'est ça. C'est des types violents, injurieux, dont la pensée est complètement, pour ce qui est de Soral, Dieudonné, on peut se poser encore d'autres questions, mais qui a une pensée qui va faire le supermarché des mots les plus triviaux et qui n'est pas structuré. Goebbels, c'est ça. Sauf que ça fonctionne pas mal. Et on le voit, il ose même parader en uniforme pour utiliser le répertoire militaire alors qu'il n'a jamais passé une demi-seconde au service ou au front. Première chose. Donc c'est quelqu'un qui a une grande aura voilà, en termes de prise de parole. Ça joue. Deuxième chose, la presse. En tant que autoproclamé intellectuel, c'est-à-dire voilà, doctorat, Goebbels va beaucoup utiliser la presse écrite, notamment dans son journal Der Angriff, l'attaque, où en fait il va quand même réussir, pareil, à coup d'articles de caniveau, de calomnie, de dénonciation antisémite. Je vous donne un exemple, le préfet de police de Berlin s'appelle Bernhard Weiss. Weiss, ça sonne un peu juif, et du coup Goebbels l'appelle tout le temps Isidore. Et du coup le préfet de police, donc un non-juif, le préfet de police l'attaque en diffamation, et Goebbels arrive à son procès en disant « Mais écoutez Isidore, vous êtes juif, il faut reconnaître ça, etc. » Il en rajoute, en utilisant son procès. Donc vous voyez la maximalisation de la démagogie. Le recours à une picturalité avec le dessinateur Mjölnir. Mjölnir, c'est le marteau de Thor pour les aficionados j'allais dire une bêtise, de Marvel, mais, etc. Mais c'est un dessinateur qui a beaucoup... j'ai choisi cette affiche-là parce qu'elle est moins connue que les autres, mais c'est lui qui a beaucoup marqué l'espace visuel des affiches du NSDAP, avec, évidemment, le virilisme, l'ouvrier allemand musclé qui va se libérer de ses chaînes. Si vous regardez un peu en bas, vous avez un soldat de la Première Guerre mondiale avec son casque d'acier, son Stahlhelm, un autre vétéran, la tête blessée, derrière le paysan, l'ouvrier avec sa pioche et le soldat qui porte une bombe, enfin un obus, pardon. Une culture virile, ça j'insiste, c'est une théorie qui n'est pas encore très développée en gender studies, mais les nazis sont une réaction masculiniste à l'émancipation des femmes pendant la Première Guerre mondiale du point de vue économique et avec le droit de vote. C'est quand même des mecs torse nu qui font de la musclette, tous ensemble habillés en uniforme. Et il y a une haine des femmes qui est très importante, comme dans le fascisme mussolinien. Les futuristes, Marinetti, 1911, le courant artistique italien, dont beaucoup vont partir vers le fascisme, article 7, si je ne dis pas de bêtises, du manifeste des futuristes, il faut glorifier la violence faite aux femmes. Parce que il faut brûler les musées, il faut détruire les universités, il faut glorifier la violence faite aux femmes. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cette culture guerrière, virile. Tout ce qui est femme est relié aux juifs, est relié à la République de Weimar, etc., etc. Donc voilà. Autre chose, Goebbels va utiliser des morceaux de son journal intime pour publier des livres, et surtout celui à votre gauche qui s'appelle Kampf um Berlin, le combat pour Berlin. Quelle va être la stratégie de Goebbels ? Et c'est là où on en vient au bad buzz. Pour les anciens ici, le bad buzz sur Internet, c'est quand ça peut ressembler à un effet Barbara Streisand. Un effet Barbara Streisand sur Internet, c'est quand vous voulez censurer quelque chose et qu'en fait, en essayant de le censurer, ça vous revient dans le nez encore plus fort. Et un bad buzz, c'est tout simplement faire parler de soi coûte que coûte, quitte à ce que ce soit de la mauvaise pub. Goebbels a très bien compris ça. Qu'est-ce qu'il fait pour conquérir Berlin, comme il le rappelle dans Kampf um Berlin ? Il va dans les quartiers les plus communistes, où il a le moins de chances d'obtenir du succès. Il placarde des affiches rouges avec marqué « Demain Hitler, Parti national-socialiste des ouvriers allemands ». Il attend 19h. À 19h30, il y a déjà une bastonnade généralisée. Les gens se battent, les gens se tuent, il y a des morts. On a des combats politiques entre communistes et nazis. Et le lendemain, ça fait des super articles, pas très chers, en termes de communication. Donc ça, c'est une des stratégies, c'est-à-dire aller vers le plus dur, aller vers le combat là où on ne l'attend pas et créer des stratégies de communication.
Deuxième chose, effectivement, le recours à la violence, ça il le sait, qui fait parler. Mais la violence, ça a un autre impact, et ça c'est très important. La violence, ça permet de souder les troupes. Et notamment du point de vue des sections d'assaut, donc les Sturmabteilung, les chemises brunes, qui sont ce bras armé du parti nazi. Goebbels est très proche des sections d'assaut berlinoises, et il va sculpter leur communauté de transgression par la violence. Une fois qu'un SA est mort, tué par un communiste, ceux qui restent ont l'impression enfin de devenir comme leurs frères dans la Première Guerre mondiale. Ils ont l'impression de se sacrifier, ils ont l'impression de faire communauté. Et cette violence-là, elle a sculpté des rapports de collectivité. La SA fonctionne comme une famille soudée dans une sorte d'adversité fantasmatique. D'accord ? Parce qu'en réalité, les morts sont beaucoup plus souvent du côté communiste, et surtout la police, elle, est du côté des nazis. C'est-à-dire que les communistes, ils se font tuer par les nazis et par les policiers. Donc notamment le 1er mai 1929, qu'on appelle le mai sanglant. Donc ça, il l'a bien compris. Et c'est aussi quelqu'un qui a bien compris les rituels, notamment les rituels de sacrifice. Goebbels va créer un martyrologe des morts de la SA en inventant de toutes pièces. C'est ça qui est génial, hein. Passez-moi l'expression, mais vraiment les fake news d'aujourd'hui sont rigolotes comparées à l'époque. Le plus connu, c'est Horst Wessel. Horst Wessel, c'est un jeune SA qui en plus est proxénète, c'est sympa, une bonne fréquentation, et il va être tué, mais pas du tout pour des questions politiques, par un communiste pour une histoire de prostituée. Goebbels se dit super, je vais en faire un héros national. Il compose le Horst Wessel Lied, qui est la chanson pour commémorer la mort de ce jeune SA. Ça va devenir l'hymne des SA, puis l'hymne du parti, puis l'hymne national. Donc c'est quand même génial de se dire que pendant tout le Troisième Reich, les types ont chanté pour un mec qui s'est fait tuer pour une question de prostituée, mais ça, voilà. Mais si vous voulez, ça marche à l'époque. C'est vraiment ce côté nos frères tombés au combat à cause du système weimarien et des rouges. Donc voilà comment il arrive à faire fonctionner tout ça. Dernière chose, effectivement, dans ça, alors c'est beaucoup plus tard, c'est un des discours les plus connus de Goebbels qui s'appelle Voltaire den totalen Krieg. Voulez-vous la guerre totale en 1943, peu importe. C'est important parce que c'est une découverte assez récente de l'historiographie, la mise en scène. Alors pourquoi je dis que c'est une découverte assez récente de l'historiographie ? C'est dans une biographie de Hitler qui est sortie il y a 4 ans, qui s'appelle de Wolfram Pitta, mais qui n'a pas été traduite. 900 pages, super, toujours sympa. Une biographie, il y a 12 000 biographies d'Hitler aujourd'hui. Des fois, on se sent un petit peu fatigué, en fait. On a toujours pensé Hitler comme un peintre raté et un politicien réussi. Et Wolfram Pitta dit non. Déjà, Hitler ne voulait pas être peintre, ça c'est vrai. Hitler, il peignait des croûtes pour gagner sa croûte, d'ailleurs. Mais en fait, il voulait être architecte. Enfin, il ne voulait pas être architecte, Hitler. Quand il a postulé aux Beaux-Arts à Vienne, il voulait être, si vous voulez, il adorait l'opéra et il voulait être dessinateur de mise en scène. C'était ça ce qu'il voulait faire. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas un artiste raté et un politicien réussi. C'est un artiste réussi qui a reconverti toutes ses connaissances en opéra, en théâtre, en mise en scène, dans la propagande. Goebbels y ajoute quelque chose qui est très important. L'Allemagne n'est pas déconnectée du reste de ce qui se passe, et les années 20, c'est une période de mondialisation culturelle et économique. Et vous avez un type qui est assez connu, enfin encore qui est le neveu de Freud, qui s'appelle désolé, je l'ai dit à l'allemande, Edward Bernays. Qu'est-ce qu'il fait, Edward Bernays ? Il écoute ce que dit son oncle sur la psychanalyse et sur la découverte d'un élément essentiel qui s'appelle l'inconscient. Et il va l'appliquer à quoi ? À la publicité. Edward Bernays, c'est l'inventeur de, alors pas tout à fait de la publicité, mais ce qu'on appelle de public relations, le RP, les relations publiques. Il écrit en 1928 un livre qui s'appelle Propaganda, de l'art de la propagande en démocratie. Edward Bernays, c'est qui ? C'est le mec qui a réussi à faire fumer les femmes américaines. Comment il a fait ? Fumer, 1, c'est extrêmement phallique. 2, c'est pas bon pour la santé. Il faut arriver, les hommes fument mais pas les femmes. Et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il invente le placement produit. Alors là, je vois que cette blague, pour une fois, ne va pas tomber à l'eau. Vous vous souvenez peut-être de Britney Spears, une cantatrice des années 2000, qui, lorsqu'elle a mis sa casquette Von Dutch, a lancé la mode des casquettes Von Dutch pour l'ensemble de la population mondiale. C'est ça un placement produit. Et ça, vous le savez peut-être de vos études d'économie, de vos études de marketing, on a besoin d'individus prescripteurs. Une publicité géante à 6 millions posée sur le crayon de Lyon, est-ce que ça va vous faire prendre un compte en banque ou une voiture ? Non. Par contre, votre cousin que vous admirez ou votre machin qui vous dit j'ai adoré le dernier film de Cédric Clapiche, vous allez le voir. C'est ça un individu prescripteur
Qui va lire Edward Bernays? Alors Bernays, pour les femmes, qu'est-ce qu'il va faire? Aux États-Unis, il va convoquer les flappers, les booby cops, les garçons les plus en vue du cinéma de l'époque, The Great Gatsby et compagnie, et il va leur donner des clopes et il va leur dire, ça s'appelle des torches of freedom, des torches de la liberté. Placement produit, toutes les femmes américaines se mettent à fumer. Goebbels va lire quoi? Va lire Bernays, va lire toute cette nouveauté de la propagande et de la communication visuelle, et il l'applique. Et donc, ils organisent des grands-messes comme ça. Pourquoi c'est important? Là, j'ai pris cette photo-là, mais ça aurait pu être les premiers meetings du parti nazi dès la prise du pouvoir. Comment on construit la contrainte sur les gens? On la construit pas seulement par les camps de concentration. Le salut nazi. Quand dans la rue, vous faites un salut nazi et que quelqu'un ne vous répond pas, dès le premier jour de la dictature, ça vous trie en fait dans l'espace public. Quand vous avez un meeting comme ça, à une époque où il n'y a pas Internet, pas la télé, et qu'on matraque cette image-là partout, les gens ont l'impression que le nazisme a conquis l'ensemble des cœurs. Et c'est l'historien Peter Fritsch qui appelle ça la chorégraphie de l'acclamation nationale. Et c'est assez vrai, et ça Goebbels l'a totalement compris. Le conformisme qui va naître de ce genre de cérémonie. Bon. Voilà pour les techniques de conquête. Alors ça explique pas tout, et je pourrais vous expliquer pourquoi et qui a voté pour les nazis, mais c'est une autre question. Voilà ce que Goebbels va faire à Berlin, et plutôt y réussir. Dernière étape, mais il est nommé ministre, et qu'est-ce qu'il va faire à la tête de l'État, et est-ce que cette propagande va fonctionner? Voilà, ministre, alors... je l'ai en allemand, Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, c'est très sympa la langue de Goethe. Donc ministère für Volksaufklärung, pour les lumières du peuple. Aufklärung en allemand, c'est le terme pour dire les lumières, comme enlightenment en anglais. Donc Volksaufklärung, on dit, alors en traduction c'est compliqué, mais on pourrait appeler ça instruction du peuple ou éducation, alors pas éducation populaire parce que ça c'est autre chose pour nous les Français, mais il est nommé, alors c'est assez drôle parce que Hitler prend le pouvoir le 30 janvier 1933. Puis Goebbels, vous vous doutez bien, hein, ça fait quand même, il a sacrifié 10 ans de sa vie au mouvement nazi, etc. Il a dû larguer sa copine quand il est arrivé à Berlin, etc. etc. Il écrit dans son journal, c'est génial, meilleur jour de ma vie, on a gagné, etc. Et puis il se rend compte qu'il n'est pas nommé ministre. Et alors là, le journal, c'est pas mal, c'est assez croquignolet. Il écrit trahison, la réaction a gagné, je suis déprimé, je vais me suicider, etc. Et puis bon, finalement, il est nommé, si je ne m'abuse, le 14 mai 1933 à la tête de son ministère, donc pour l'éducation du peuple et une propaganda. À partir de là, c'est bien parce que du coup la projection est grande, j'aime bien les petites infographies, j'avais fait celle-là il y a longtemps. Il va être à la tête de deux choses, son ministère que vous voyez à votre gauche si je ne m'abuse, avec la division numéro 1, la presse, la division numéro 2, la propagande, la radio, le cinéma, etc., les pays étrangers, le théâtre, la musique, l'écriture, et puis numéro 3, le tourisme. Et à côté, il va, si vous voulez, les nazis vont effectuer ce qu'ils appellent eux-mêmes la Gleichschaltung, la mise au pas de la société allemande. Alors, j'ai pas le temps de vous décrire, mais en 6 mois, Hitler, que les gens qui l'ont mis au pouvoir pensaient, je cite, tellement frappé dans un coin de son propre ministère qu'il allait couiner. Je cite Franz von Papen, hein, le type qui a mis Hitler au pouvoir en conseiller à Hindenburg. En 6 mois, c'est réglé. Hein. L'incendie du Reichstag, les premiers camps de concentration, la dissolution des partis, etc., etc., le vote des pleins pouvoirs. Donc Goebbels va être aussi à la tête des syndicats. C'est ce que vous voyez à droite, la Reichskulturkammer, donc la chambre de culture, les chambres de culture du Reich, où vous avez, en fait, il domine tous les syndicats d'auteurs, de cinéma, etc., etc. Est-ce que ça veut dire qu'il domine tout ? Et là, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à chercher là-dessus il y a une quinzaine d'années, c'est ce qu'on trouvait dans l'historiographie. Il y avait vraiment cette idée de l'État nazi, le Troisième Reich, c'est Hitler qui domine tout, puis Goebbels qui domine tout, puis Göring, chacun, etc. En fait, pas du tout. Hein, les nazis sont des darwiniens. Ils appliquent l'idée de la lutte des races envers tout le monde, mais ils appliquent aussi un darwinisme social, qui est évidemment le darwinisme social, ça n'existe pas, il n'y a pas de darwinisme dans l'espèce humaine. Mais ils l'appliquent aussi à l'échelle de leur propre mouvement. Et donc, avec les collègues, Christian Ingrao, Johann Chapoutot, etc., on essaye de dire, on parle de darwinisme gouvernemental. C'est-à-dire qu'en fait, le nazisme, c'est un gouvernement par agence
qui pullulent les unes pour lutter contre les autres. Une sorte de néo-féodalité où tout le monde est en lutte contre tout le monde. Et donc de ce point de vue-là, le journal de Goebbels devient la pire source à laquelle s'abreuver. Pourquoi ? Quand vous le lisez, il passe son temps à dire « j'ai tout réussi »,« je déteste Walter Funk »,« je déteste surtout Bernard Roust ». Bernard Roust, c'est le patron de l'éducation nationale et des écoles. Il déteste Otto Dietrich. Alors c'est assez rigolo à lire, hein. À un moment donné, Hitler est obligé d'enfermer Goebbels et Otto Dietrich, qui est le chef de la presse étrangère, dans un wagon à clé pour qu'ils se mettent d'accord pendant 3 heures sur qui fait quoi. Donc on est dans un univers extrêmement conflictuel où tout le monde se déteste et où à la fin, Hitler en joue. C'est ce que l'historien Jan Kershaw a appelé la walking towards the Führer, travailler en direction du Führer, pour jouer de ces concurrences entre potentats nazis pour obtenir la solution la plus radicale. Oui et non. Kershaw, c'est quand même 97, la biographie d'Hitler, c'était il y a 20 ans, oui, enfin un peu plus. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ça a produit un monstre, Behemoth, a appelé le Troisième Reich, c'est le nom qu'a donné Franz Neumann. Et en fait, pas seulement, ça a aussi produit énormément d'inefficacité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que Goebbels dit un truc en conférence de presse le matin, Roust dit un autre truc, Dietrich un autre, et vous avez cette espèce de chaos inorganisé qui progresse. D'ailleurs, si on s'en tient à des questions de finances publiques, c'est la mode en ce moment, vous voyez qu'entre 1933 et 1940, le ministère de la propagande passe de 350 employés à 2000 et de 14 millions de Reichsmark de budget à 185 000. Donc il y a eu une augmentation. Est-ce que ça se traduit en efficacité ? Oui et non. Alors je sais qu'il y a à peine un mois est sorti un livre en anglais qui s'appelle The Culture of the Reich sur justement toute cette politique culturelle qu'a fabriqué du consentement. Ça c'est sûr. C'est sûr que tout cet énorme effort a fonctionné. Mais je prends juste un exemple. L'exemple d'ailleurs qui colle le plus avec Goebbels, le cinéma. Goebbels, c'était son truc. Le cinéma, c'était vraiment ça. Il y avait la radio, le Volksempfänger, le récepteur du peuple. Au moment où les nazis prennent le pouvoir, il y a environ 2 millions de radios dans les foyers, et puis ils vont augmenter ça. C'est la même époque où Roosevelt fait ses discussions au coin du feu, etc. C'est le média par excellence. Mais en cinéma, Goebbels, il arrive avec tous les idéaux. Il dit on va faire des films nazis, Leni Riefenstahl, etc. Et ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que le cinéma nazi s'écroule par manque de spectateurs. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, ça ne marche pas. Et Goebbels a la finesse de le comprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prend les stars de Weimar, il essaye de les soudoyer, il reprend, vous savez qu'à l'époque, le cinéma, ça se résume en 2 mots, hein, Hollywood et l'UFA, la firme allemande qui a produit les plus beaux films des années 20, Nosferatu, évidemment, le cabinet du docteur Caligari, etc., etc. Goebbels ne va pas y arriver, hein. Il va jamais réussir à produire un cinéma nazi. Leni Riefenstahl, c'est le triomphe de la volonté, etc., c'est l'exception. Le reste, c'est passez-moi l'expression, mais c'est des navets pseudo-militaristes, larmoyants, pseudo-romantiques, c'est insupportable. Par contre, le cinéma de divertissement va réussir à poser un certain nombre de cadres. La radio, pareil. Et notamment la musique. Vous avez un chouette livre d'une chercheuse qui est d'ailleurs à Grenoble, qui s'appelle Élise Petit, sur la musique dans le Troisième Reich. Les nazis essayent, vous allez voir le niveau, essayent de nazifier le jazz. En enlevant quoi ? Le swing, le swing du jazz, d'accord ? Je suis très mauvais en musique, donc je vais m'arrêter là. En enlevant les corps et en enlevant globalement le fun. Donc ça donne quoi ? Ça marche pas du tout. Et ils sont obligés de remettre en place, notamment le Schlager. Le Schlager, pour ceux qui connaissent, c'est pas ce qu'a fait le mieux l'Allemagne. Hein. C'est la variété allemande, et Schlagen, c'est taper, donc ça existe encore le Schlager. Hein. C'est ce que vous dansez dans les bals musettes à Berlin, sur la Spree. Enfin, si d'aventure, c'est ce que vous avez envie de faire, mais bon, bref. Ils vont essayer de nazifier le Schlager, ça marche pas du tout non plus. Donc vous voyez, quand je vous dis les limites de la propagande, elles sont posées sur la question du divertissement et du divertissement politique. Un très bon livre aussi, Vincent Platini, Les polars sous le Troisième Reich. Il y a plein de polars, et Goebbels n'y peut rien, ne peut rien y faire. Les polars deviennent une espèce de réceptacle anti-nazi, où par des biais détournés, on arrive à écrire, à avoir une vision du monde qui finalement colle pas avec ce que voudrait l'idéologie nazie. Donc attention, hein, ce concept fondamental qui est celui de agency, la marge de manœuvre des gens, il y a beaucoup de marge de manœuvre. C'est pas parce que le pouvoir produit des choses que ça fonctionne vraiment bien.
Voilà, après on peut poser un certain nombre de questions. En guerre, évidemment, quand l'Allemagne nazie rentre en guerre, Goebbels va mener une propagande de guerre intense avec des journaux comme le journal Signal, qui est assez connu, journal en couleur, etc. Fabriquer évidemment des mensonges de guerre. Le massacre de Katyn, vous savez, en Pologne, où 27 500 officiers polonais ont été tués par l'Union soviétique. Les soviétiques vont accuser les nazis vont accuser les soviétiques, et puis alors Goebbels va en rajouter, etc. Donc là c'est une vérité, mais qui devient une fake news à force d'être tordue, etc., etc. Et puis on arrive vers la fin, et je reviens à quelque chose de plus biographique. Goebbels a toujours essayé de challenger pour être le deuxième homme du Troisième Reich. Or, alors j'ai mis du temps à le reconnaître parce que moi je venais de chez Goebbels. Le deuxième homme du Troisième Reich, c'est vraiment Göring. Moi, je l'avais toujours pris, comme j'avais lu le journal de Goebbels, je l'avais toujours pris pour un abruti, obèse, etc. Et en fait, non, Göring, c'est quelqu'un qui est fondamental dans le Troisième Reich, qui tient l'économie, qui a une vision, qui sait ce qu'il fait. Il y a la biographie de François Kersaudy qui est vraiment bien de ce point de vue-là. Il n'empêche qu'à mesure que la guerre s'éternise, et que la guerre surtout que l'Allemagne a menée à l'ensemble de l'Europe, et à la population juive européenne et aux 26 millions de soviétiques qui sont morts. Sur les 56 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, 26 millions de soviétiques. Cette guerre qui se mène au Radour, à Stalingrad, à Leningrad, revient vers le territoire allemand, avec les bombardements des Alliés. Hambourg, 100 000 morts, c'est plus qu'Hiroshima. Dresde. Et Goebbels, en fait, de facto, Göring se fait congédier parce qu'avec la Luftwaffe, il n'arrive pas à protéger la population allemande et Goebbels va finir deuxième du Reich. Tout s'écroule. Vous avez un bouquin super, toujours Kershaw. Non, d'ailleurs, il n'est pas super, mais le bouquin de Kershaw qui s'appelle La Fin, 1944-45, qui est vraiment pas le truc qu'il ait écrit qui soit le plus simple à lire. C'est très, très, très ennuyeux, mais qui est intéressant sur cette fin du régime. Tout le monde trahit Hitler. Hein. Himmler est prêt à s'en aller, tout le monde se débine, etc. Goebbels, non. Goebbels irait jusqu'à la fin. Et vous le savez peut-être, il exécute ses 6 enfants, il les empoisonne, sa femme se suicide avec lui et Goebbels se suicide, leurs corps sont carbonisés, etc. etc. Pourquoi ? C'est intéressant pour comprendre pourquoi Goebbels est resté jusqu'au bout. C'est un bouquin en allemand qui s'appelle Narziss Goebbels, Goebbels comme narcissique, comme Narcisse. Et en fait, c'est théorie psychologique. Alors là, on re-rentre dans du trivial, et j'avoue que j'aime pas, mais ça explique quand même pas mal de choses pour sa trajectoire à lui. Je ne suis pas psy, hein, je n'ai pas fait d'études de psychologie, et beaucoup d'historiens, notamment sur le nazisme, s'auto-déclarent lecteurs dans les feuilles de thé de la psychologie. C'est une catastrophe, c'est nul. Mais là, en l'occurrence, c'est un psychiatre qui a écrit ce livre sur Goebbels en analysant tout son journal d'un point de vue psychiatrique. Et en gros, Goebbels est dans une faille narcissique totale qu'il essaye de réaffirmer en permanence dans le regard d'Hitler. Et c'est vrai que ce compagnonnage de route-là, il a été important, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fonctionné comme un duo à la tête de l'État, ce qui explique que quand Hitler se suicide en avril 1945, en fait Goebbels suit parce qu'il est incapable pour lui et pour ses enfants d'accepter que le Reich se termine. Alors je vais vers la conclusion pour qu'on ait le temps pour les questions. Sur la question de l'efficacité de la propagande. Alors je vous l'ai montré, la propagande, déjà, n'était pas entièrement dans la main de Goebbels, premier point. Il y avait des compétitions, tout comme l'économie n'était pas entièrement dans la main de Göring, etc., etc., tout comme Hitler avait aussi un pouvoir quasiment absolu, mais était obligé de composer avec pas mal de choses. Deuxième chose, l'efficacité, et c'est un problème historique. On voit ce qui est produit, on ne voit jamais ce qui est reçu. D'accord ? En histoire, les premiers sondages d'opinion, c'est 1937-38, et encore, est-ce qu'un sondage d'opinion représente quelque chose ? Je renvoie à Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. C'est pas tellement que la méthode par quota de 1032 personnes marche pas, c'est que qu'est-ce qu'on compte quand on compte une opinion ? Et dans la réception de la propagande, ce serait beaucoup trop simple et beaucoup trop rassurant de considérer que Goebbels a lavé le cerveau, tel qu'on le lit dans tous les livres des années 50-60. Pourquoi on a écrit ça ? Il y a toujours une raison. C'est parce que pour les Allemands de l'époque, ça les aidait à se déculpabiliser. Ils disaient c'est pas notre faute, on nous a menti, on nous a fake newsé, on nous a lavé le cerveau. Et je renvoie sur cette question qui nous interroge encore aujourd'hui, même en démocratie, au livre de Noam Chomsky, donc le grand penseur très à gauche américain, qui a fait un bouquin qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrique du consentement, la fabrique du consentement en démocratie. Et qui montre comment, de la guerre du Vietnam, même il doit parler un peu de la guerre en Irak, vous savez,
Weapon of Mass Destruction, vous vous souvenez, hein, c'était terrible, il fallait absolument aller en guerre contre l'Irak. Plus grande manifestation mondiale jamais enregistrée, hein, évidemment. Comment on fait ça? Ce qu'avait compris Goebbels et ce qu'on peut retenir comme définition de la propagande, c'est que la propagande ne va pas vous dire quoi faire. Elle ne va pas vous dire il faut voter Hitler ou il faut acheter Pepsi, Cola, etc. Elle ne va pas, vous êtes trop intelligent pour ça. Et les Allemands de l'époque aussi. Et ça c'est très important. L'historien Edward P. Thompson disait il faut se méfier de la condescendance de la postérité. On pense que parce qu'on a 60 ans de plus et parce que je suis en train de vous faire une conf ce soir, on ressort plus intelligent. Mais la réalité c'est que c'est non. Et que cette propagande, elle fait quoi? Elle ne nous dit pas quoi faire. Elle fixe les cadres dans lesquels on se meut. Elle fixe les cadres dans lesquels on pose les questions. Et ça, on a pu le vérifier. Quand je vous dis que c'est un problème historique, comment on peut vérifier ça? Il y a un livre très intéressant qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Soldats, de Zonke Neitzel et Harald Welzer, chez Gallimard. C'est en fait des enregistrements de soldats allemands prisonniers dans les camps anglais après la Seconde Guerre mondiale qui ne savent pas qu'ils sont enregistrés et qui parlent. Salut, comment tu vas, etc. Est-ce qu'ils disent les Juifs sont nos ennemis depuis 3000 ans, etc. Pas du tout. Hein. C'est des troufions, c'est des mecs de la Wehrmacht. C'est vraiment le bas du panier de la génération des jeunesses hitlériennes. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'ils ne vont pas répéter ce que disait Goebbels mot pour mot en disant les Anglais sont de toute façon Wall Street égale Moscou égale la domination juive judéo-bolchevique. Non. Par contre, un certain nombre de cadres qui ont été formés par les nazis, les cadres de la manière de percevoir le monde, notamment l'idée que la guerre avec l'URSS et le reste de l'Europe est une guerre à la vie et à la mort. Ça, c'est intégré. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est passé. L'idée que les Allemands ont une tâche particulière à faire. Il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été formées. Et donc voilà où, à mon avis, s'arrête l'efficacité de la propagande. Les nazis n'auraient jamais eu le pouvoir, et aucun pouvoir n'a la possibilité de formater, de laver le cerveau à ces populations. Par contre, ils ont la possibilité de fixer des cadres, et des cadres qui sont pour le moins assez tragiques pour ce qui a été de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Pour les lectures, vous avez la biographie de Peter Langerich de 2010. Je vous le dis tout de suite, c'est pas terrible. Oh non mais pour de vrai, alors on finit là-dessus, comme ça vous... Sur les chiffres, j'adore compter. Il y a 6500 notes de bas de page sur le livre de Langerich, et sur ces 6500 notes de bas de page, il y en a 4700 qui sont des références au journal. 63%, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'en gros, il a juste... C'est un très bon historien, hein, Peter Langerich, mais là, il n'est pas à son meilleur, et donc je vous conseille plus de lire le journal directement, notamment la période 23-33, qui est extrêmement intéressante pour comprendre la formation idéologique et la conquête du nazisme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc on a un quart d'heure, même un tout petit peu plus de questions. Je peux répondre à des choses qui ne sont pas directement en lien avec la conférence. Enfin, sur qui est Kim Kardashian et tout, je peux pas, mais... C'est bon? Donc est-ce qu'il y a des questions, des précisions? Alors, toc. On va commencer par là. Bonne soirée à ceux qui rentrent. On se retrouve à Tulle dans 4 heures. D'accord? Oui. D'abord un détail, j'ai lu qu'il parlait particulièrement bien le français. Oui. Contrairement à l'anglais, ce qui était rare chez les dignitaires du Reich. Quelle a été son action ou son rôle dans ce qu'on a appelé la Nuit de Cristal, c'est-à-dire en 1938, le pogrom des Juifs en novembre 1938? Est-ce qu'il est à l'instigation ou est-ce qu'il a... Alors, votre je vais dire collègue, camarade, pose la question des langues étrangères que parlait Goebbels. C'est assez drôle, c'est la différence entre, souvent quand je parle à mes étudiants, ils disent mais est-ce qu'ils étaient intelligents? Alors intelligent, on l'a vu, c'est un peu compliqué, mais intellectuel, oui. Je fais un détour par Mussolini. Mussolini parlait italien, français, anglais, allemand. Il était prof du secondaire, comme quoi. Un peu comme tous les Khmers rouges d'ailleurs. Je dis ça parce que je me souviens très bien de l'exposition S21 ici il y a 15 ans, 2004, etc. Donc c'était quelqu'un de formé et Goebbels l'était aussi. Hitler en revanche parlait aucune langue étrangère, il détestait voyager, il est allé 3 fois à l'étranger de l'Allemagne, il a détesté. À Paris il voulait raser la tour Eiffel et Goebbels, c'est ce qu'on dit parce qu'il y a beaucoup de mythes, lui a dit non, quand même, il faut y aller mollo.
D'ailleurs, c'est pas Goebbels qui a dit quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet. C'est pas non plus Ribbentrop, c'est pas non plus Göring, c'est Baldur von Schirach, le patron des jeunesses hitlériennes. Pour ce qui est de la nuit de cristal, donc les 8-9 novembre 1938, où après l'assassinat d'un ambassadeur allemand en France par un jeune juif, des immenses pogroms et des destructions. D'ailleurs, quand on dit nuit de cristal, c'est le terme nazi, il faudrait l'abolir, parce que c'est pas seulement des bris de devanture, c'est l'incendie de nombreuses synagogues, c'est des centaines de morts. Goebbels, évidemment, est une courroie de transmission pour Berlin, notamment pour la structuration des actions de la SA berlinoise. Et puis par la suite, alors il y a une part de spontané, il y a une grosse part de déclenché. Puis surtout après, il va, avec Göring notamment, ils vont faire une réunion pour dire nous allons imputer toutes ces destructions à la population juive allemande. C'est très important parce que à l'époque, encore une fois, les nazis n'ont pas du tout dans l'optique de tuer des juifs. D'ailleurs, Himmler déteste ce genre de pogrom. Pour lui, ça, c'est pas allemand, quoi. Faut pas tuer les gens de manière spontanée. Faut organiser la destruction. Mais ce qui est important, c'est qu'évidemment, ça va avoir un impact très fort sur encore plus de départs des juifs vers l'étranger. Et au passage, il ne faut jamais oublier la conférence d'Évian qui a lieu en juillet 1938 et où toutes les populations européennes et américaines du Sud vont laisser les juifs allemands et autrichiens, passez-moi l'expression, mais complètement tomber en refusant de les accueillir. Donc oui, il a une place assez importante, tout comme il a une place importante dans l'incendie du Reichstag. Il arrive sur alors l'incendie du Reichstag, il y a à peu près, je sais pas, 10 000 livres, dont 5002 disent que c'est les nazis tout seuls et 4988 que c'est Marinus van der Lubbe tout seul. Je compare souvent, c'est l'équivalent du 11 septembre. Il y a autant de théories du complot sur le 11 septembre que sur la nuit du Reichstag, dès l'époque. Mais Goebbels, ce qui est sûr, c'est qu'il arrive sur place le soir et il lance la propagande là-dessus. Donc oui, il a toujours un rôle important dans ces grands événements nationaux. Voilà, alors la question concerne encore ces carnets intimes. Et vous avez dit que donc, dès le départ, ils étaient prédestinés quand même à les présenter au devant de la scène. Il avait déjà cette ambition-là dès le départ, et pourtant il se livre dans ces carnets. Donc il dit des choses qui pourraient être un petit peu compromettantes. Et alors, est-ce qu'effectivement c'est son côté narcissique? J'aime bien votre un petit peu. Oui, voilà. Alors, est-ce que c'est son côté narcissique qui peut expliquer ça, que donc effectivement, il y a à la fois la volonté d'être vraiment déjà reconnu et puis propulsé au devant de la scène, et en même temps dire en quelque sorte ce qu'on ne dit pas publiquement, ce qu'on ne dit pas à tout le monde. Et deuxième question seulement, si on peut dire, sur la nature des relations avec Leni Riefenstahl, parce que vous avez dit, bien sûr, la petite histoire triviale ne vous intéresse pas, mais cette rencontre est quand même intéressante, je pense, elle peut nous dire beaucoup de choses sur les relations dans ce monde et à l'époque autour de Goebbels. Bien sûr. Sur le journal, je suis d'accord avec vous, c'est pas aussi clair. C'est-à-dire que, je vais pas rentrer dans les détails, en fait, moi j'ai découpé environ 5 ou 6 périodes dans le journal. Il y a la période, on va dire, avant qu'il rentre au parti nazi, qui dure 6 mois. Où là, on est dans du romantisme émo. Il y a des jeunes ici qui comprendront, très émo, quoi. Le émo, c'est un style musical des années 90 avec des gens qui pleurent en chantant dans des micros. Bon, voilà. C'est-à-dire très romantique. Quand il commence à rentrer au parti nazi, il a beaucoup trop de travail. Donc, en termes de rythme, son journal devient un pur agenda. Il note juste, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ensuite, quand il va publier des morceaux de son journal dans comme von Berlin ou de Kaiserhof zum Reichskanzlei, là, il va retravailler. Notamment, il va enlever toutes les insultes envers Göring. Il va enlever les moments où il doute d'Hitler. Parce qu'il y a des moments où il écrit « j'y crois plus, ce type est nul ». Donc ça, il l'enlève. Ce qui se joue, en fait, c'est avec le côté monumental. En fait, si vous voulez, il devient le chroniqueur du Troisième Reich. Et il le sait. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est une source historique à part entière. Et donc il repousse, il dit après la guerre je réécrirai, après la guerre je réécrirai. Et quand la fin arrive, et heureusement pour nous entre guillemets historiens, il dit ok, j'ai pas le temps, je vais mourir. Enfin il s'en rend compte un peu avant. Il microfilme tout. Le journal papier a disparu. Il a été utilisé comme papier brouillon. Il y en a un morceau qui a été retrouvé dans une friperie en 1946, etc. Et ce qu'on a retrouvé, c'est le microfilmage, alors sur plaque de verre, de l'ensemble des 43 000 pages à Moscou. Donc là, on sent que le type dit, tant pis, il y aura tout. Et quand vous dites c'est un peu trivial,
Moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre, enfin ce journal, c'est qu'il y a tout. Enfin, il y a tout. Il y a vraiment. Aujourd'hui, j'ai acheté une voiture, et puis Magda a pas fait la cuisine, mon enfant a de la fièvre, et puis j'en ai marre, je suis déprimé. Ce qu'il dit tout le temps. Moi, je parlais assez pas bien allemand quand j'ai commencé ça. J'ai appris avec ça, hein, parce que le vocabulaire, c'est vraiment basique. Je suis fatigué, j'en ai marre, je suis en dépression, etc. Et voilà, donc c'est très très trivial. Et voilà pourquoi il a sauvegardé. Il y avait une sorte de. Ça change selon les époques. Je pense qu'il y a une conscience d'être vraiment un chroniqueur, comme à l'époque médiévale, le copiste de tout ça. Donc ça en fait un texte très compliqué à interpréter, parce qu'il y a toujours un horizon d'attente, narcissico-littéraire, et en même temps d'autres choses. Pour la deuxième question, pour Leni Riefenstahl, je peux pas répondre en propre pour elle, bien que je sais que, en fait, si vous voulez, dans ce milieu artistique-là, en fait, Goebbels, malgré son caractère fanatique, a encore énormément de respect pour des gens qui ne rentrent pas tellement dans le credo nazi. Emil Jannings, un des plus grands acteurs de l'époque, l'équivalent de, je sais pas, Mel Gibson, j'en sais rien, etc. Pas de problème. Furtwängler, le compositeur, etc., etc. Donc il y a souvent, l'artistique sert, si vous voulez, pour compenser ça. Puis bon, si vous voulez du trivial, il y en a. Magda Goebbels, dont il y a une biographie qui est sortie, parce que c'était la première dame. Hein. Comme Hitler avait caché Eva Braun pour maintenir l'illusion qu'il était marié avec l'Allemagne, il ne se mariait avec Eva Braun qu'un jour avant de se suicider. Top romantique. Magda Goebbels était la première dame, et une dame protectrice, 6 enfants, qui, je dis souvent ça pour faire marrer mes étudiants, mais c'était Adriana Carambeu, elle faisait les petites pièces pour le Winterhilfswerk, les aides d'hiver. Bon bref, et en 1938, Goebbels, qui trompe sa femme tous les jours avec toutes les actrices, consenties ou non, tombe amoureux d'une actrice tchèque qui s'appelle Lida Baharova. Puis là, ça va un peu trop loin, et donc il va voir Hitler, il lui dit « ça y est, je suis amoureux, je veux divorcer d'avec Magda ». Et là, Hitler, il lui dit « alors, pas du tout, hein, tu vas pas du tout faire ça, tu vas te remarier avec elle, je vais refaire une cérémonie ». Et là, ça fait un peu penser à Meghan Markle, un petit peu dans le genre... non mais en vrai, on est dans ce genre de truc. Donc pour Leni Riefenstahl, il avait énormément de respect pour elle, et d'admiration, mais Hitler aussi. Hein. Il y avait beaucoup de discussions entre eux deux, mais je peux pas vous en dire plus. Oui. Oui, bonsoir. J'avais juste une question par rapport à l'influence qu'a pu avoir Edward Bernays sur la politique de Goebbels. Est-ce que, après la lecture de l'œuvre de Bernays, ça s'est vraiment ressenti au niveau de la méthodologie de Goebbels, ou ça a été vraiment, enfin, c'est peut-être plus a posteriori qu'on a attribué Oui. Alors, déjà, il faut que je précise, il aurait fallu que je vérifie. Je ne sais pas si Goebbels, si on a une source précise, en tout cas pas dans le journal, de savoir s'il a lu Bernays en propre. Il faut bien comprendre que c'est plus global que ça. C'est-à-dire que même Hitler, dans Mein Kampf ou autre, parle notamment de Gustave Le Bon, la psychologie des foules, c'est-à-dire de cette naissance d'une compréhension de ce que peut générer comme conformisme une réunion de masse, etc. etc. Et donc, si vous voulez, Goebbels, il s'abreuve pas seulement à Bernays, il s'abreuve à tous les modèles de propagande américains avec une certaine modernité. Donc non, je pense pas, pour être honnête, peut-être que d'ailleurs Goebbels n'a jamais lu Bernays en propre, mais c'est plutôt quand je vois... Bernays, c'était un exemple pour parler de la publicité et de la société de consommation à l'américaine. Mais ce que ça change, c'est encore plus de mépris pour la masse. Des trucs tout bêtes, hein. Hitler, vous avez ça en 4 volumes, ils ont publié son agenda tous les jours, jour après jour. Des fois, il fait 3 meetings par jour en avion devant 200 000 personnes. Et ça, vous imaginez un mec du Parti social-démocrate de 60 ans prendre l'avion pour faire un discours devant 200 000 personnes. Tout est lié. Le microphone, vous pouvez, à Berlin, si vous voyez dans l'île des musées, vous avez Lustgarten, devant le dôme, la cathédrale. Bon, bah là, Hitler, il fait un discours devant 150 000 personnes parce qu'il a les possibilités techniques de faire cette politique-là. Donc il est incroyablement en avance. Goebbels aussi, tout est lié. Plus, j'en ai pas parlé, mais le pictural, la svastika, la symbolique des couleurs, etc., etc., ils ont un cran d'avance par rapport à tous les autres. Et le constructivisme russe. Parce qu'effectivement, il y a aussi ça, il y a aussi l'URSS qui est un gros modèle pictural très intéressant. Comme on dit en allemand, noch etwas dazu, à la boulangerie, encore un petit quelque chose. Yes. Quelle est votre
J'ai un rendez-vous à Tulle. Non, vous avez peut-être posé la question 36 fois, mais non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un apport de tes recherches qu'il a pu faire pour ce bouquin ou pas? On rigole parce que juste à côté à Sciences Po, il y a un très très bon chercheur et un collègue qui s'appelle Jean Solchany, qui est un grand spécialiste de l'Allemagne et qui, quand Les Bienveillantes est sorti, a fait un article avec Christian Ingrao pour défoncer le livre, etc. Alors il y a deux choses, pour être totalement honnête avec vous. Un prix Goncourt qui se vend à 1 200 000 exemplaires et qui fait découvrir au public français ce que c'est que la guerre en dehors de Oradour-sur-Glane et des résistants français, ça fait qu'aujourd'hui j'ai un travail. Voilà, non, mais tout bêtement, ça fait qu'aujourd'hui on a Johan Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, qui vous voulez d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, avec distance, je pense que c'est le moment, Little, où le public français se rend compte de ce qui s'est passé à l'Est. Parce que c'est vendu, etc. Faut pas oublier, la Biélorussie, c'est 634 fois Oradour-sur-Glane. Hein. Donc, et du coup, ça dessourcille, ça nous fait regarder vers l'Est. Ce qu'ensuite a fait le Père des Bois, avec Yehudi Nounoum, la Shoah par balle, etc., même si, pareil, il s'est heurté à un certain nombre de résistances. Alors maintenant, sur Little en lui-même, là, c'est le lecteur non historien qui va répondre. J'ai adoré le bouquin à lire. J'ai bien aimé son rythme, j'ai trouvé que la fin était dingue sur cette espèce de flou, comme une peinture de Constable. C'est génial. L'incipit qui disait « Regardez, je suis un nazi, je suis tout le monde, n'importe qui aurait pu être nazi », c'était génial, parce que ça traduisait en littérature ce qu'avait prouvé Christopher Browning, l'historien américain, dans Les Hommes ordinaires, le 101e bataillon de la police et la solution finale en Pologne, en 1992, c'est-à-dire que les nazis n'étaient pas des fous furieux, etc. Donc on commence ce bouquin là-dessus. Moi je me disais, franchement, pour être honnête avec vous, je me dis enfin on va se rendre compte que les nazis étaient normaux, triple guillemets, c'est-à-dire les produits d'une période politique et sociale. On considère qu'il y a 100 000 personnes qui ont participé activement à la Shoah. Ils ne pouvaient pas tous être boiteux, tarés, etc. Donc je commence le bouquin, je suis content en tant qu'historien et content en tant que lecteur, encore que il y a un passage au milieu du bouquin qui dure 200 pages qui est ultra chiant, mais en même temps, est-ce qu'on le reproche à 1984 de George Orwell, où il y a un passage de 150 pages au milieu qui est chiant aussi? Bon. Et là, Little sabote son propre livre en faisant de son personnage Max Aue un pervers qui couche avec sa sœur, qui se met, passez-moi l'expression, des légumes là où je pense, qui tue ses parents, et là il annule les faits, et on retombe, on fait 40 ans de bond en arrière historiographiquement, pour tomber sur un nazi pervers, un nazi évidemment qui joue du violon, qui est super intelligent, le super nazi qui rencontre Eichmann, qui rencontre tout le monde. Et donc là, si vous avez une chose à lire, un bouquin qui moi m'a beaucoup éclairé sur cette question-là, c'est le bouquin de Charlotte Lacoste, qui s'appelle Séduction du bourreau, négation des victimes, et où on voit qu'à partir de Little, et pas que, il y a une sorte, et il faut se poser la question, nous en tant qu'historiens, si on n'alimente pas ça, il y a une sorte de fascination envers les bourreaux, que ce soit bourreau rwandais, khmer, etc., où en gros on va chercher quelqu'un de complètement déviant, torturé, etc., alors que non, hein, de vous à moi, et j'ai participé à ça, j'ai fait une biographie du type qui a tué tous les juifs de Pologne, c'était un con absolu. C'était des gens, si vous voulez, moi, si je dois résumer ce qu'est un nazi, je ne sais pas si vous vous intéressez à l'actualité yougoslave, vous vous souvenez peut-être des milices paramilitaires serbes, croates, bosniaques, notamment les Tigres d'Arkan. C'était des hooligans de foot avec des flingues, hein. C'est ça un nazi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas politique, ça veut dire que c'est d'abord un homme. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas fait des trucs pas terribles après la prise du pouvoir. On a le bouquin de Wendy Lower sur les furies d'Hitler, mais ça veut dire que c'est un truc viril, de gros débiles, de mecs entre eux, et un petit peu politisé, etc. Et donc c'est vrai que cette image du nazi super que vous avez dans les jeux vidéo, que vous avez dans les films, Inglourious Bastard, le nazi bien pervers, très intelligent, non, c'était des types pas très malins, qui appliquaient un système raciste et racial qui vivait sur 35 ans de déshumanisation, notamment des juifs. Donc voilà, donc Little, c'est tout ça à la fois. C'est une très bonne idée de départ, beaucoup de documentation, hein, c'est très précis pour le coup, ça c'est bon, et un massacre en termes historiographiques qui fait qu'encore aujourd'hui on nous dit mais est-ce que les nazis jouaient du violon Alors oui, Heydrich jouait du violon, oui, c'est super, mais pas tous les autres. Voilà. C'était le point Little qui déclenche toujours un petit peu de... Mais il y en a d'autres, hein. Regardez le dernier Renaudot, regardez... Enfin, je veux dire, cette période-là, à mesure qu'elle s'éloigne, se rapproche. Hein. Elle nous hante parce qu'elle dit quelque chose
fondamental. Et là, j'aurais un autre conseil de lecture qui est un peu à l'inverse, c'est Camille de Toledo, Le être et le boulot, essai sur la tristesse européenne, magnifique livre, un peu verbieux, un peu 5e arrondissement de Paris, mais qui nous dit qu'est-ce qu'on construit comme projet de société si on passe notre temps à regarder en arrière. Et moi, je cherche sur la Shoah, c'est quand même mon job, quoi. Je veux dire, je suis pas, moi je sais ce que je fais, enfin, pourquoi je le fais. Mais ce bouquin-là, Camille de Toledo, Le être et le boulot, le être comme Europe occidentale, le boulot comme Europe orientale, ça pose des super questions sur si on regarde tout le temps vers le passé et vers ces traumatismes et tout, comment on va construire un langage positif, et de Toledo appelle en fait à un vrai deuil, à dire il faut, mais un deuil au bon sens du terme, c'est regarder ces périodes-là au tréfonds pour ensuite recréer une utopie positive européenne. Il était vachement bien ce livre. Et il dit les historiens sont des gardiens de cimetière. Je pense que ça fait une belle conclusion. Bon, merci beaucoup, merci pour l'invitation.